Alors, tout ça, c'est bien, c'est intéressant, mais c'est la France. Et la France, qui était très en avance au début des années 80 sur la réglementation fiscale informatisée, elle a pris un peu de retard par rapport à d'autres pays, et des pays qui ne sont pas des foudres de guerre en matière de contrôle fiscal, comme le Luxembourg. Le Luxembourg a une réglementation qui est aujourd'hui, entre guillemets, plus sophistiquée, on va voir dans quelle manière, que la France. Alors, il y a un principe de base que vous retrouvez dans à peu près toutes les réglementations au jour d'aujourd'hui, c'est l'obligation de conserver les données qui, directement ou indirectement, ont contribué à la formation de votre résultat comptable fiscal. Ça, c'est une obligation. Là, je vous ai rappelé l'extrait du bulletin officiel des impôts, enfin maintenant le BOFIP là-dessus, on vous dit, la conservation sur papier de données immatérielles, alors papier, microfiche, tout ce que vous voulez, n'est pas une solution alternative à la conservation informatique. C'est-à-dire si vous paumez des données informatiques et que vous dites oui mais j'ai un listing qui reprend la même chose, entre guillemets, vous êtes hors la loi. D'accord ? Donc c'est vraiment la donnée informatique qui prime. Le problème avec cette réglementation qu'on ne retrouve pas qu'en France, ce principe-là, on le retrouve dans énormément de pays. La difficulté, c'est que les entreprises disent, nous, le problème, c'est que cette obligation est tellement vaste qu'on ne sait pas comment y répondre. Donc, grosso modo, on ne fait rien, on attend le contrôle et puis on verra comment on répond. On va voir rapidement que ça, c'est quelque chose qui est en train d'être de moins en moins pertinent. Le problème des administrations, c'est qu'avec cette démarche des entreprises, quand elles débutent un contrôle aujourd'hui, il faut, à partir du moment où elles ont décidé de faire des traitements informatiques, il leur faut très souvent plusieurs mois avant que les entreprises, à partir des données en ligne ou des données qu'elles savent restaurer à partir de leur sauvegarde, soient en mesure de leur présenter des données pertinentes par rapport à la période antérieure qui est vérifiée. Puisque le gros problème, je disais, le gros problème du contrôle fiscal, c'est que c'est une machine à remonter le temps. On regarde ce qui s'est fait il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans. Et vous, c'est normal, vous travaillez aujourd'hui, puis vous regardez l'avenir. Le passé, c'est bien, mais le passé, c'est fait, on ne reviendra pas dessus. Et vos systèmes, ils fonctionnent comme ça aussi. C'est ça qui est un petit peu gênant. Dans beaucoup de systèmes, on va revenir dessus, mais on peut déjà le dire ici. Les systèmes, justement, pour préparer l'avenir, vous faites quoi? Vous faites des budgets, vous faites des prévisions. Dans vos systèmes, les règles de gestion, elles évoluent. Pour faire les prévisions sur l'avenir, qu'est-ce que vous faites? Vous vous appuyez sur le passé. Et donc, pour pouvoir continuer à faire des prévisions après une modification de règles de gestion, qu'est-ce qu'ils font les systèmes? Et pas qu'SAP, tous les systèmes fonctionnent souvent avec ce principe-là, au moins en partie. Ils n'hésitent pas à changer certaines données antérieures pour leur appliquer rétroactivement des règles de gestion nouvelles, de manière à garantir la comparabilité et permettre d'établir des prévisions. Sauf qu'une fois que les données elles ont été modifiées, quand l'administration vient vous demander des comptes sur ce qui se passait 3 ans avant, pour les fiscalistes, les informaticiens et les comptables, là tout le monde est dans le bain. Essayer de retrouver quelque chose qui tient la route, c'est très dur. L'exemple qu'on retrouve le plus souvent, c'est la bouteille à l'encre, mais c'est celui qui parle à tout le monde. Dans un master client d'un ERP quelconque, vous changez l'adresse du client. Vous demandez un duplicata d'une facture d'il y a 3 ans, donc avant le changement d'adresse, 9 fois sur 10, ça vous sort quoi? La facture avec la nouvelle adresse du client, pas l'adresse de l'époque. Fiscalement, ça peut avoir des incidences très regrettables. Voilà. Bon, ça, c'est un vrai problème. Et qui va être renforcé à assez court terme. Bercy, en 2008, je vous disais, il faut faire la comparaison 82-90, 2008-2014. 2008, ils avaient essayé de rendre obligatoire le fichier d'écriture comptable. Il était optionnel, maintenant ils l'ont rendu obligatoire. Aujourd'hui, ils sont en train de réfléchir à changer les 3 options du L47A2, donc la manière de répondre aux demandes de traitement informatique. Aujourd'hui, c'est l'entreprise qui choisit si elle demande au vérificateur de venir faire chez elle, si elle fait sous le contrôle du vérificateur ou si elle lui donne des fichiers pour qu'il travaille à la maison. Si on veut avoir des ordres de grandeur, la première hypothèse, c'est 2% des cas. La deuxième, c'est 65% des cas. Et la dernière, c'est les 33% qui restent. En pratique, l'administration française avait voulu, en 2008, faire comme en Allemagne. En Allemagne, ce n'est pas le contribuable qui choisit,
Il y a les mêmes 3 options. La loi allemande, à l'origine, en 2000, a été copié-collé de la loi française. Sauf que les Allemands ont dit, nous, ça ne nous convient pas, le fait que ce soit l'entreprise qui choisit. Chez nous, c'est l'administration qui choisit. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à aujourd'hui. En Allemagne, la plupart du temps, ils vous demandent des fichiers. Il y a une vingtaine de fichiers qu'il faut être capable de remettre à l'administration. On s'achemine à la même chose en France. Dans l'administration française, il y a des consignes internes pour favoriser cet emport de fichiers. Donc si ils y réfléchissent, ils font évoluer les modalités, à partir de l'année prochaine, ce sera aux entreprises de remettre des fichiers et c'est plus elles qui auront cette capacité de manœuvre. Ce qui veut dire que remettre des fichiers dont on n'est pas sûr du contenu, c'est risquer beaucoup de problèmes. Et justement, ça s'apprécie par rapport à la réglementation, par rapport à une initiative de l'OCDE. Alors ça, c'est pour les plus fiscalistes d'entre vous. L'OCDE est en train de refaire avec l'informatique ce qu'elle a fait il y a 25 ou 30 ans avec les prix de transfert. C'est-à-dire qu'elle a élaboré des recommandations sur des fichiers qu'on appelle les SAF, Standard Audit File. Il y en a 2 aujourd'hui qui sont définis, taxes et payroll, le taxe étant le plus abouti. Et les pays, petit à petit, membres de l'OCDE, et puis on a vu avec les prix de transfert, même si on n'est pas membre de l'OCDE, de toute façon, les réglementations internationales ont été élaborées à partir de ça, sont en train d'implémenter petit à petit ce standard chez eux. Donc le Luxembourg, le Portugal, l'Autriche, et même la France, on peut considérer que le fichier d'écriture comptable, c'est un sous-ensemble d'un module de l'OCDE. Ça, je vous en ai parlé, je vais passer rapidement dessus. Voilà. Donc en fait, l'OCDE a commencé à travailler sur ces sujets-là au milieu des années 2000. Il y a eu 2 spécifications qui ont été faites en 2005-2010. Et l'idée de l'OCDE, c'est normalement les fichiers devraient être joints aux déclarations fiscales. Le grand, allez, utilisons les mots à la mode, le grand trip de l'administration fiscale, c'est de pouvoir faire du contrôle sans se déplacer. Si vous écoutez depuis plusieurs années M. Jean-Louis Gauthier, qui était le patron du contrôle fiscal et qui a pris du galon d'ailleurs ces derniers temps, eh bien lui, son truc, c'est le contrôle fiscal sur place, faut payer les déplacements des vérificateurs, ça prend du temps, donc grosso modo, ça coûte trop cher. Pour réduire les coûts du contrôle fiscal, ça serait beaucoup mieux si on pouvait récupérer des données à traiter à la maison. Ils ont ça dans un coin de la tête. Donc l'idée, même si à court terme, ça ne sera pas des fichiers qui seront déposés, il y a des problèmes de volumétrie, etc. Il y a des pays qui s'y essayent et ça ne marche pas toujours très bien. L'idée, c'est quand même d'avoir des données préexistantes pour éviter qu'effectivement, on mette 3 mois à donner des informations qui soient utilisables pour les contrôles. Alors, c'est quoi, en fait, bon là, je vous laisserai regarder, c'est les évolutions en cours, c'est quoi en fait le SAFTI ? C'est assez simple. Alors on voit tout de suite, quand on regarde moi je considère, je dis c'est une fusée avec des étages. Le premier étage c'est la compta gênée, après la compta client, après la compta fournisseur, les IMO et les stocks. On voit que pour une entreprise marchande, négoce, une entreprise industrielle, le jour où on a ce fichier-là, ce qui est important, c'est que son contenu, ça contient à peu près 1 millier de champs, d'accord, 1 millier d'informations, le fichier SAFTI. À partir des domaines qui sont couverts là, au jour d'aujourd'hui, si vous avez un fichier SAFTI fiable, vous êtes capable de répondre à 90 à 95% des demandes de traitement de l'administration à partir de ce fichier SAFTI, qui pour moi présente un grand intérêt, c'est que c'est un vrai fichier d'archives au sens où il est extrait de l'environnement de production. Après, peu importe les outils que vous utiliserez, mais l'idée c'est qu'il est déconnecté de l'environnement de production. Donc, il n'y a plus de risque quand vous changez une information, une adresse de client, l'adresse du client, elle sera toujours dans mon master client du SAFTI et dans les factures envoyées à mon client, ça sera toujours la bonne adresse. Ce SAFTI, ce qui est intéressant dans le petit encadré que je vous ai mis, c'est que les administrations, le Tax Audit Group, ils veulent réduire. Alors, il y a le côté pour les entreprises. L'idée, c'est vrai, c'est anticiper. On a un investissement à faire au départ et puis après, voilà, on sait qu'on va pouvoir être en règle. Ce que je vous disais, c'est réduire les coûts administratifs pour les administrations fiscales, améliorer les résultats des contrôles fiscaux. Et puis, un truc qui est intéressant, c'est améliorer la coopération entre les administrations. Notamment, le SAFTI sur la partie compta, vente et achat est déjà obligatoire, notamment au Luxembourg et au Portugal. Dans le cadre du programme européen Fiscalis, de coopération entre les administrations, eh bien, moi, je sais que les vérificateurs portugais et luxembourgeois ont échangé des programmes de contrôle, des scripts ACL pour la TVA.
parce que la TVA, c'est un impôt européen. Les règles qui s'appliquent au Portugal, du moins une bonne partie d'entre elles, sont les mêmes que celles qui s'appliquent au Luxembourg. Donc ça permet d'avoir des gains de productivité aussi pour les administrations. Donc par rapport à ça, en fait, la question qui se pose, c'est soit on subit les différentes contraintes petit à petit, donc le fichier d'écriture comptable en France, le SAFTI luxembourgeois, le SAFTI portugais, on considère que ce sont des contraintes, et c'est ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui. C'est la filiale portugaise, elle va faire face à l'obligation portugaise, la luxembourgeoise, elle va vouloir faire quelque chose, etc. Soit on se dit, en fait, la contrainte, il faut la transformer en opportunité et avoir un retour sur investissement. L'idée, c'est que, peu ou prou, toutes les réglementations nationales, elles ont quand même un chapeau au-dessus, c'est des recommandations de l'OCDE, qui évolueront, qui ne sont pas parfaites, ok, mais au moins ça a un gros avantage. Même pour moi, quand je travaille avec des clients, je suis qui, moi, pour donner un standard? Ça tombe bien, c'est pas moi qui donne le standard, il y a un truc qui s'appelle l'OCDE qui est payé pour ça, et qui justement définit ce type de choses. Si on est capable de faire un SAFTI OCDE, on est capable de faire le fichier français, on est capable de faire le fichier portugais. Je ne dis pas que c'est aussi simple que ça, il y a des aménagements techniques à faire, mais dans la philosophie de la chose, c'est ça. Et en plus, l'intérêt du SAFTI, c'est que vous allez vous créer des fichiers d'archives, donc au sens où moi je les entends, c'est pour rapporter la preuve, donc indépendant du système, qui contiennent des données fiables et pérennes, et dont vous pouvez vous assurer, la première étape, c'est de les valider, vérifier qu'elles racontent bien la même histoire que les déclarations que vous avez souscrites. Parce que là où les entreprises ont beaucoup de soucis au jour d'aujourd'hui, c'est que quand elles prennent des données en ligne qui ont pu être modifiées ou des sauvegardes, eh bien très souvent, les données ne racontent pas la même histoire. On a vu que c'était ça l'origine du problème. Donc là, on sait qu'elles raconteront la même histoire. Une fois qu'on a fait ça, pourquoi ne pas utiliser ces données pour faire du vrai contrôle de gestion fiscale qui n'existe pas aujourd'hui dans les entreprises? L'idée, c'est quoi? Si par exemple j'ai à faire le SAFTI pour les ventes, qui va contenir le détail de mes factures de vente, ok, je vais le produire, puis la moindre des choses, c'est de le valider pour vérifier que j'ai bien la même info que sur ma déclaration de TVA. Mais une fois que j'ai fait ça, soit je range dans le tiroir et j'attends le contrôle fiscal, mais c'est un peu bête, soit j'utilise cette information-là pour valider, aller un peu plus dans le détail, par exemple, et ça aussi ça se trouve, mais j'ai une livraison, je facture un client en Allemagne, sauf que je vais le livrer dans le sud de la France, et j'ai pas mis de TVA sur la facture. Si j'ai ce genre de problème, ça peut arriver, je vais pouvoir aller passer une batterie de tests, mettre en place des tableaux de bord sur ce fichier, et je ne vais pas attendre que ce soit le vérificateur qui le fasse dans 3 ans avec les redressements, les pénalités. Si je fais ça au fil de l'eau, je produis mon SAFTI sur les ventes mensuellement, je le traite mensuellement, je constate des anomalies, je corrige sur la CA3 du mois suivant, et voilà, roulez. En fait, je gère mon risque fiscal et de la même manière qu'on fait du contrôle de gestion traditionnel. Voilà. Et donc le but pour moi, c'est d'arriver à un monitoring continu. Donc au final, ça veut dire, alors, et c'est important, moi, ma spécialité, en fait, ce que j'ai coutume de dire, c'est que moi, je m'intéresse à des sujets qui sont trop techniques pour les juristes et trop juridiques pour les techniciens. Et ça, dans les entreprises, ce qu'on constate, c'est que justement, les gens travaillent les uns à côté des autres. Vous mettez des fiscalistes, des informaticiens et des comptables autour d'une table. Alors déjà, entre les informaticiens et les comptables, ils ont un peu plus l'habitude. Mais alors les fiscalistes, ils viennent d'un autre monde, ils tombent de la Lune. Et vous les mettez 3 heures autour d'une table, ils vont utiliser les mêmes mots, sauf que l'acception des termes n'étant pas les mêmes pour tout le monde, comme ils n'ont pas le même dictionnaire, et quand vous sortez de la réunion, tout le monde a compris quelque chose de différent. Donc en fait, au final, on aboutit à des situations qui n'avancent pas. D'accord? Donc le but pour moi, c'est que... Et l'impulsion, normalement, elle devrait venir de la partie financière et de la partie comptable. Et donc ce qu'il faut, c'est définir une politique d'archivage, identifier les risques fiscaux. Une fois, par exemple, que vous avez fait un SAFTI, c'est bien le SAFTI. Moi, les clients, justement, quand je fais des missions d'archivage, ce qui leur pose problème, c'est qu'ils comprennent bien la méthodologie, mais ils ne voient pas le produit final qu'on va livrer, puisqu'on va faire du picking dans les données en fonction des problématiques. Là, l'intérêt, c'est qu'on a déjà un fichier de base. Après, on se pose les questions fiscales et on regarde comment le SAFTI peut nous aider à répondre ou ne va pas nous aider, et donc il faudra qu'on aille chercher les infos ailleurs. Mais au moins, ça a un gros intérêt, c'est qu'on a déjà une partie du travail qui est fait et qui n'est pas sur le chemin critique. Ça peut être un projet à part entière. Donc il va falloir déterminer avec les informaticiens, et c'est ça qui est important, il faut que tout le monde collabore, le contenu des données à documenter, archiver, une phase de validation, toujours, et puis voilà, si on veut aller un petit peu plus loin, être intelligent, intégrer ça pour faire une analyse fiscale en continu et faire du monitoring. Voilà,
Bonjour, j'ai une question concernant le SAFT. Donc, nous, on a été confronté avec la mise en place du SAFT au Portugal, donc SAFT V1, maintenant on en parle au SAFT V2, on est en train de mettre en œuvre. Par contre, la question que je voulais savoir, peut-être qu'on en parlera dans la deuxième partie de la présentation, c'est est-ce que ça sera quelque chose qui sera commun France-Portugal ou ça sera vraiment deux choses distinctes? Alors là, c'est dans le cadre du partenariat qu'on a développé avec TJC. Oui, bonjour. Donc, je suis plus informaticien et pas fiscaliste. Oui, je suis plus informaticien que fiscaliste. Ce qu'il y a, c'est que les thématiques fiscales sont spécifiques d'un pays ou à un autre. Et contrairement à ce que font beaucoup d'informaticiens, déployer une solution pour un pays n'a pas grand-chose à voir avec une solution pour une autre, même s'il y a une ambition commune qui est la partie SAFT au sens OCDE. Donc, effectivement, au Portugal, il y a un bout du SAFT qui est en application depuis un certain nombre d'années. Et d'ailleurs, et aujourd'hui, sur le Portugal, il y a une chose qui existe, c'est une fonction qui vient se greffer sur le DART. Donc SAP a prévu quelque chose qui correspond à ce que le Portugal demande, mais qui n'est pas réutilisable en l'état pour le fichier des écritures comptables en France. D'accord. Simplement pour répondre, la philosophie de la chose, l'idée c'est que si vous travaillez à la conception d'un SAFTI de l'OCDE, le but c'est de pouvoir après s'en servir effectivement pour décliner et extraire par pays. Vous n'aurez pas, encore une fois, vous allez avoir peut-être 90% des informations demandées dans chaque pays qui seront un sous-ensemble. Par exemple, le fichier d'écriture comptable français, vous n'aurez pas, il y a 18 champs qui sont prévus. De mémoire, hein, dans le standard SAFTI de l'OCDE, il y en a 45 ou 46. Je ne suis pas sûr à 100% que les 18 soient dans les 46, mais vous en aurez la grande majorité. Donc l'idée, c'est déjà de se préparer en ayant un référentiel commun. Et c'est dans ce référentiel commun qu'on va piocher. C'est beaucoup plus facile une fois que ça on l'a sécurisé pour aller répondre aux différentes obligations légales et pas faire ça en ordre dispersé comme le font les entreprises aujourd'hui. Vous n'avez pas beaucoup parlé de la politique de prix de transfert, mais est-ce qu'il va y avoir des dérives vers des prix de transfert et des comparaisons ou échanges de SAFTI entre différents pays? Alors, les prix de transfert, effectivement, c'est à la mode. Alors ça, on sort de la compta générale en plus un petit peu, puisqu'il y a des projets de rendre la comptabilité analytique accessible. Donc ça va être assez sportif dans les entreprises, parce qu'en général, la compta analytique, c'est là où les comptables se font plaisir. Donc pour un vérificateur, rien que le fait de voir les noms des centres de coûts, des centres de profit et des comptes analytiques, déjà, ça le fait saliver. Hein. Donc là, il va y avoir un vrai travail de refonte des comptabilités analytiques dans les entreprises. Par contre, effectivement, au fur et à mesure que le SAFTI va se développer, moi, c'est ce que je dis à mes clients, avec un SAFTI aujourd'hui, restons pour une entreprise française qui aurait à développer une politique de prix de transfert. Ce que vous pouvez faire avec un SAFTI, c'est déjà anticiper sur ce que l'administration va vous demander. Moi, j'ai tout ce qu'il faut avec le SAFTI pour faire une analyse de marge. J'ai les ventes, okay, j'ai les achats et les stocks. Je peux calculer mon coût de revient des marchandises vendues. Les ventes, moins les COGS, ça me donne ma marge brute. J'ai la comptabilité générale. Il suffit juste que je discute avec le client des clés d'allocation des coûts indirects en fonction de leur analyse fonctionnelle, et j'ai déjà tous les éléments dans le SAFTI pour faire une première estimation, une première analyse de marge. Donc effectivement, ça nécessite, l'intérêt à la fois du SAFTI, c'est que à terme, c'est un risque. Si on l'anticipe, c'est une force parce qu'on aura déjà fait les calculs auxquels l'administration va se livrer. Donc en fait, les arbitrages à faire, ils sont là, quoi. Mais on y va. Clairement, pour ça que le lien avec les prix de transfert via l'OCDE est intéressant, c'est qu'on est au début d'un trend. On est au début, dans les 10 à 15 ans qui viennent, c'est clair que ça sera peut-être plus le SAFTI tel qu'il existe aujourd'hui, mais ça restera cette philosophie-là qui va être poussée, qui va être mise en avant. Donc soit on attend la contrainte, encore une fois, soit on saisit l'opportunité.